Bonjour à toutes et tous. Donc, j'ai le plaisir effectivement de recevoir aujourd'hui nos partenaires de cette table ronde, notamment donc, la mission French Tech et BPI France. Alors, en guise de brève introduction sur la Deep Tech, on sait que ça fait partie des programmes phares de France 2030. Donc, les Deep Tech, elles s'attaquent à la résolution des grands défis du 21e siècle en général, tandis que les Deep Tech Green se consacrent plus particulièrement à la lutte contre le changement climatique. Donc les Deep Tech Green ont en commun de se développer en lien étroit avec le monde de la recherche, de porter une innovation à forte valeur ajoutée basée sur une rupture technologique et de lutter contre le réchauffement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et ou en contribuant à la préservation des ressources naturelles. En 2023, en France, 18% des Deep Tech peuvent également être définis comme des Green Tech. C'est ce qu'on a pu voir en début d'après-midi avec la présentation du panorama fait par BPI France. Parmi elles, on retrouve différents leaders mondiaux comme Lactips et son bioplastique biodégradable, McPhy Energy sur le marché de l'hydrogène, Care Bios, recyclage plastique grâce aux enzymes qui depuis quelques années a des gros contrats avec des industriels internationaux de grande renommée. Fermat, recyclage de fibres de carbone qui a ouvert une usine à Salt Lake City il n'y a pas très longtemps. Il y a plusieurs beaux exemples de réussite de Deep Green Tech. Pourtant, et c'est du coup la question qui se pose pour vous et pour la salle, est-ce l'arbre qui cache la forêt? Est-ce qu'il y a une forêt? Et comment peut-on l'aider à pousser plus vite et plus dense? C'est ce que nous allons explorer grâce à vous. Du coup, cette première question, quelles sont, selon vous, les principales innovations technologiques, les technologies les plus prometteuses que les acteurs de la Deep Tech développent actuellement pour répondre à la crise climatique et écologique? Peut-être, Lucie, si vous me le permettez. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là cet après-midi pour justement réfléchir à ce sujet des Deep Tech et de la transition écologique. Sujet vraiment clé. Peut-être pour illustrer justement le lien entre les deux, c'est par exemple aujourd'hui, nous on a ce programme French Tech 2030 en partenariat avec BPI France et le SGPI, où on accompagne 125 Deep Tech. Et plus de 50% d'entre elles s'attaquent justement à ces sujets de transition écologique. Donc c'est vraiment important de voir qu'il y a un lien très fort entre les deux. Et peut-être pour revenir justement sur cette question des innovations les plus prometteuses, peut-être aussi pour remettre en contexte, voilà, on parle quand même de 2500 startups en France, ça représente quasiment 10% des startups de l'écosystème français. Je pense qu'il y a tout ce sujet autour des batteries et qui mène la danse sur ce sujet de transition écologique avec Verkor qui est vraiment qui tire la locomotive, qui installe sa gigafactory à Dunkerque, qui a été très très soutenue par l'ensemble des acteurs étatiques en France, que ça passe par BPI France, l'État, mais aussi au niveau local. Donc je pense qu'il y a tout un écosystème autour des batteries avec Verkor, Innocell, BEFC, et puis qui crée aussi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une filière qui est en train de se constituer. Quand on parle à Verkor, ils nous disent, on a été obligé d'ouvrir une école pour former les gens à ces métiers de la batterie qui sont assez nouveaux et pour lesquels on manque aujourd'hui de talent en France. Donc je pense que ça, c'est un des sujets clés. Il y a tout aussi le sujet du bâtiment, avec des innovations dans la production de ciment, beaucoup plus de ciment bas carbone, de béton aussi. Je pense à Materup. Et puis il y a tout ce qui est aussi autour de l'énergie décarbonée. Je pense notamment à tout ce qui est autour du nucléaire avec ce qu'on appelle les SMR, Small Modular Reactor. Vraiment, ça c'est un sujet qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur à la fois en France mais aussi aux États-Unis parce qu'il y a tout cet enjeu d'avoir une IA décarbonée mais qui est aussi fortement consommatrice d'énergie. Et on se dit demain des petits réacteurs nucléaires peut-être moins risqués seront à même de répondre à ces enjeux.
Et voilà, ce qui est vraiment intéressant, c'est comme vous le disiez, c'est de se dire, on a des centres de recherche privés et publics qui réfléchissent, qui développent des technos, et l'enjeu, c'est vraiment de réussir à faire transitionner cette recherche dans des entreprises pour que ça soit finalement des solutions de rupture et qui puissent servir la transition écologique et la France de demain. Paul-François, peut-être ? Oui, on se retrouve évidemment, puisqu'on parle du même monde. Nous, on a une cartographie, il y en a plein, mais autour de 3 grands items au fond. Il y a tout ce qui est autour de la transition énergétique, Lucie en a parlé. Il y a 3 filières sur lesquelles en particulier France 2030 a beaucoup investi et va probablement continuer. Il y a les batteries et tout le stockage dont tu parlais, avec des évolutions technologiques comme la batterie solide, par exemple, qui sont en train d'arriver et qui vont, on l'espère, permettre de passer encore une étape sur ce marché. Tu l'as dit, les SMR, qui sont une très belle révolution aussi potentielle pour en particulier la décarbonation de l'industrie aussi. C'est des outils qui devraient permettre de remplacer dans les sites industriels, là où on est encore beaucoup sur du gaz, ou sur de la production de vapeur, de la production industrielle à un coût qui soit raisonnable, et puis tout ce qui est l'électrolyse, avec en particulier l'électrolyse pour l'hydrogène vert, sur lequel il y a probablement encore des révolutions à venir. Et puis il y a une deuxième grande thématique de notre fenêtre, c'est tout ce qui est autour de l'industrie verte et la circularité. Tu l'as cité aussi. Donc on a fait un mapping que vous devez retrouver probablement sur le site autour de cette thématique de l'industrie verte et de la circularité industrielle. On en a identifié 400 startups. Donc ça représente un peu moins de 20% de l'ensemble de ces green tech. Et là, on parle, tu l'as dit, sur les nouveaux matériaux, on parle de traitement des extrants et on parle de nouveaux modèles de production, avec aussi des sujets aussi sur le digital. Donc deuxième thématique autour de ces sujets d'industrie verte et circularité. Puis il y a une troisième thématique autour de la prévention des risques et de la dépollution des milieux, où là, on a tout un tas de startups, par exemple autour des sujets autour des drones, qui permettent de capter les images, de mettre de l'intelligence artificielle et d'optimiser un certain nombre de choses. Qui permettent aussi d'identifier les endroits où il y a une pollution importante, pour ensuite faire en sorte qu'on puisse dépolluer. C'est un enjeu, vous le savez, avec le sujet de comment on appelle ça, le zéro artificialisation. Il y a une nécessité de remettre en situation industrielle des sites qui sont fortement pollués, et donc il faut trouver des solutions qui permettent de réutiliser ces sites. Voilà en grosso modo les 3 grandes familles qu'on voit autour de ces sujets des green tech, deep tech. Merci à tous les deux. J'en profite du coup pour passer à une seconde question. Quels défis les startups de la deep tech rencontrent-elles pour déployer leurs solutions à grande échelle, et comment ces défis peuvent-ils être surmontés pour garantir une mise en œuvre rapide ? C'est moi. Oui. Dès qu'il y a des problèmes, c'est moi. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, on va pas se mentir, les startups green tech et deep tech, elles sont face à beaucoup de défis. Pourquoi ? Parce que elles sont, j'ai envie de dire, à la croisée de nombreux nouveaux mondes. Elles sont à la croisée d'un nouveau monde de financement qui a beaucoup financé le digital. Enfin, le monde du capital risque a trouvé le modèle du digital, et on le voit sur l'IA, ça se déverse de plus en plus. Mais le monde du capital risque est en train, et on en reparlera probablement, de se tourner vers le monde de la deep tech. Mais il faut bien reconnaître que c'est pas encore tout à fait ça par rapport à l'enjeu et par rapport à la dynamique des startups, et c'est pas un problème propre à la France. Donc on y travaille beaucoup. La puissance publique, avec des programmes comme France 2030 qu'on opère, sont là pour faire le bridge et puis pour pousser la création d'écosystèmes de capital risque qui permettent de répondre à ces enjeux,
mais c'est pas encore mûr, mature, et le rapport Draghi le montre de façon générale, mais on a besoin de beaucoup plus d'argent public, mais encore beaucoup plus d'argent privé, parce que au fond, avec France 2030, la France fait quand même le job. Le problème, c'est d'arriver à drainer de l'argent public, de l'argent privé, pardon, sur ces thématiques. Et il faut reconnaître que c'est pas très simple. C'est pas très simple parce que d'abord, en France, on n'a pas de fonds de pension. Donc, parce qu'on a une retraite à pay as you go, c'est vachement bien. Moi, je suis pas mécontent de ça, mais c'est pas tout à fait le modèle qui permet de financer le capital risque, en particulier aux États-Unis. Et deuxième chose, il faut se le dire, le modèle économique de ces startups deep tech, en particulier green tech, il n'est pas encore complètement démontré. Donc on peut comprendre qu'un certain nombre d'investisseurs veuillent un peu. Alors c'est un peu le chicken and eggs, et c'est pour ça qu'il y a aussi de l'argent public, mais on n'a pas encore complètement trouvé l'équation, et ça prend du temps. On l'a fait finalement sur la tech il y a quelques années, ça commence à vivre maintenant de façon autonome, on n'y est pas encore. Le deuxième enjeu, je ne vais pas être trop long, Lucie, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de prendre deuxième enjeu, c'est que il y a quand même tout un sujet d'industrie. La majorité, 44%, je regarde... 42% de ces startups green tech ont une usine à construire. Formidable, on veut réindustrialiser, on aligne les deux, on fait des startups et en plus elles font des usines. Le problème, c'est que faire une usine, c'est compliqué dans un pays où on n'a plus fait d'usine pendant 20 ans, parce qu'on avait théorisé qu'on n'en avait plus besoin, et c'est compliqué doublement parce que faire une usine innovante, en général, on double le problème, c'est-à-dire qu'on doit refaire une usine et en plus on fait une usine que personne n'a jamais fait. Donc déjà faire une usine, pour que des gens qui en ont fait, ils vous disent c'est pas très simple, mais en plus on fait une usine qui est nouvelle et on voit bien qu'on galère un peu. C'est normal, hein, mais on galère parce que il faut réapprendre à faire ces usines, et tu le disais, dans des écosystèmes qui sont pas mûrs. Et puis dernier point qu'on découvre d'une certaine façon, parce qu'on redécouvre toujours les choses, c'est que on est toujours un tout petit peu optimiste dans la tech. Sinon, d'ailleurs, on le ferait pas, et les entrepreneurs sont là pour... Mais on a toujours le sentiment qu'une fois qu'on a dérisqué la technologie, ça va aller. Et puis on se rend compte qu'il faut créer l'usine. Et puis on se rend compte que c'est plus long que prévu. Et puis on se rend compte en ce moment, collectivement, qu'en fait, on pensait qu'une fois qu'on aurait fait l'usine, le produit il était tellement génial que ça allait se vendre tout seul. Ben non, en fait, malheureusement, vendre un nouveau produit avec une nouvelle usine dans un nouveau marché, c'est en général plus compliqué et plus long. Et donc, il faut apprendre à réintégrer ça dans des filières existantes qui ne nous attendent pas forcément et ont leur propre roadmap. Et donc, il faut réanticiper. Donc, toute cette chaîne, elle est à réinventer. Et c'est dur. Moi, j'ai fait un peu d'innovation dans ma vie, confortablement dans un grand groupe, je vous rassure. Mais j'ai appris une chose, c'est qu'au fond, l'innovation, c'est toujours dur. Et on a oublié que c'était un peu dur. Et d'ailleurs, en 2020-2021, on a même pensé que c'était très facile. La réalité, c'est que c'est très dur. Et que c'est d'ailleurs ça qui fait la différence. Et j'ai pour habitude de rappeler que nous, après la crise de 2000, on a dit tout ça c'est de la merde, les modèles économiques c'est débile, on va arrêter. Les Américains, eux, ils ont continué. Moyennant quoi, ils ont créé une énorme filière industrielle du digital. Donc parce qu'ils ont traversé la crise et qu'ils ne se sont pas arrêtés et qu'ils ont dit on va retravailler les modèles économiques, on va retravailler la finance pour s'adapter à ce nouveau monde. Donc on en est un peu là, c'est la période où c'est dur. Moi je crois profondément que c'est parce que c'est dur qu'on change les choses. Quand c'est facile, honnêtement, on le sait tous un peu, même personnellement, c'est qu'en général, on n'est pas tout à fait en train de faire ce qu'on doit faire. Et la deuxième chose, c'est dans cette résilience-là qu'on va trouver collectivement des solutions. Et on voit bien qu'avec le rapport Draghi, alléluia, c'est pas un problème franco-français, c'est un problème européen. Et donc, il faut qu'on soit résilient et il faut qu'on s'accroche, parce que ça va prendre plutôt 10 ans que 3 ans en réalité. Ça fait à peine 3-4 ans qu'on commence collectivement à s'y coller. C'est pas très long à l'échelle de la problématique de ce type de nouvelles filières à intégrer. Merci Paul-François.
Lucie ? Oui, merci Paul-François. Moi, je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as mentionné sur justement la partie industrialisation et le fait qu'on crée des usines nouvelles dans un contexte nouveau. En fait, ce qu'on voit souvent, c'est que l'innovation, elle va plus vite que la législation et que la réglementation. Et donc, on est dans un cas de figure où on a des idées, on a des technos, mais en fait, le régulateur, l'État, ne va pas forcément assez rapidement pour accepter et justement mettre le cadre pour que ces nouvelles technologies puissent se développer et ben voilà, fleurir et soient commercialisées. Et je pense que ce sujet de la réglementation, des verrous réglementaires, c'est vraiment un sujet clé parce qu'il est double. Il répond, à la problématique en partie du financement, parce que si finalement on sécurise le cadre réglementaire d'une technologie, ça va faire quoi ? Ça va rassurer l'investisseur privé qui va se dire « Ah bah c'est bon, j'investis dans une techno pour laquelle c'est autorisé, un État s'est penché sur la question et du coup va donner le cadre pour que ça puisse se développer. » Donc ça c'est le premier volet. Le second volet, c'est de dire, bon, bah, justement, si maintenant c'est possible de commercialiser, on va pouvoir trouver des clients et du coup, générer des revenus et amener du cash dans l'entreprise, peut-être pas demain, mais à court, moyen terme. Et du coup, je pense que vraiment, ce sujet du réglementaire pour lequel aujourd'hui, on n'arrive pas forcément à bouger assez vite est un élément clé pour justement déverrouiller ce sujet des deep tech. Et ça fait quand même partie des sujets sur lesquels on travaille collectivement avec BPI et le SGPI, justement dans le cadre des French Tech 2030, qui sont finalement les 125 startups deep tech qu'on a identifiées comme les plus prometteuses pour les années à venir. Donc je pense que ça, c'est vraiment un élément essentiel qui peut permettre de justement faire évoluer les choses dans le bon sens. Merci. Non, et je partage complètement et je trouve que l'État, de ce point de vue-là, a énormément progressé. Je ne le dis pas de façon, j'ai envie de dire, surplombante, je ne me permettrai pas, mais je trouve qu'il y a une compréhension maintenant beaucoup plus forte au sein de l'État et de ce point de vue-là, la mission French Tech fait un gros travail, les stratégies d'accélération, pour comprendre et pour faire en sorte que l'État s'adapte à un modèle qui est effectivement moins descendant, mais un modèle beaucoup plus bottom-up, où en fait le sujet c'est de créer les conditions pour faciliter la vie de structures émergentes. Alors c'est compliqué, vous le vivez au quotidien, mais en tout cas je trouve il y a eu ces dernières années une assez bonne compréhension qu'il fallait que l'État se réforme et qu'il fallait faire bouger les lignes. Alors évidemment c'est des combats compliqués, parce que la réglementation elle est compliquée, parce que il y a des forces en présence aussi avec des acteurs installés qui résistent, mais je pense qu'on a réellement progressé, même si ça reste un combat de tous les jours, et vous êtes bien placés pour le savoir. Merci à tous les deux. Alors, on est devant un parterre de start-up, principalement, dont certaines issues de la deep tech, à plusieurs niveaux ou stages de passage à l'échelle. Si vous aviez un conseil à leur donner, lequel serait-il ? Lucie ? Je pense que c'est... N'hésitez pas à contacter les autres entrepreneurs qui sont dans des cas de figure proches du vôtre. Et je dirais deux choses. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir des gens qui sont dans votre sphère, dans votre industrie. C'est aussi intéressant d'aller voir, si vous êtes dans les batteries, d'aller voir un entrepreneur qui est plutôt dans les matériaux durables pour parler de l'industrialisation. Parce qu'en fait, il aura des problématiques similaires, mais aura peut-être réfléchi différemment parce que son produit est différent. Et je pense que c'est vraiment en faisant des échanges, en partageant justement ce retour d'expérience, je pense que en se serrant les coudes aussi, que vous arriverez aussi à trouver des solutions et des réponses. Je pense qu'on parle beaucoup de la solitude des entrepreneurs.
Je pense que c'est peut-être encore plus vrai dans les sujets de deep tech où justement les processus sont longs et on est sur le temps long et du coup, voilà, pensez à vous entourer, que ce soit de vos pairs, mais aussi n'hésitez pas à solliciter, je pense, les écosystèmes, que ce soit le réseau de capital de la mission French Tech pour poser des questions, le réseau aussi BPI dans toute la France. Je pense que voilà, il y a aussi des structures qui sont là pour vous accompagner, répondre à vos questions et vous mettre en relation les uns avec les autres. Merci. C'est pas facile, hein. Moi, j'ai envie de répondre effectivement comme Lucie. D'abord parce que je pense qu'aujourd'hui, dans ces domaines, je le disais, il faut assumer que le système n'est pas encore extrêmement mature et que donc il y a beaucoup d'éléments qui sont difficiles à capter pour savoir à quel rythme lever, à quel moment on déploie du capital, à quelle vitesse on recrute. C'est vraiment des questions qui sont à la fois très variables secteur par secteur, très variables aussi en fonction de la conjoncture financière et économique, et que donc dans cette période où il y a quand même un peu de gros temps, de vagues, etc., le risque c'est un peu de s'enfermer justement dans cette complexité-là et dans cette difficulté-là. C'est vrai qu'un entrepreneur, on le voit tous les jours et c'est ça qui nous réjouit, c'est quand même vous êtes des gens qui avaient des convictions quand même chevillées au corps parce que vous mettez une partie importante de votre vie dans un projet très structurant. Mais il faut effectivement arriver néanmoins à trouver le réseau autour de vous de compétences qui permet de prendre les bonnes décisions. Et il y en a beaucoup. Et donc, je pense que je partage le point de Lucie. Il faut arriver à trouver le réseau de compétences, de savoir-faire, parce que l'expérience prouve, et c'est un banquier sur le tard qui vous le dit, l'argent ne résout pas tous les problèmes en réalité. Et le risque, c'est de penser ça. Et c'est pour ça qu'on croit autant à tout l'accompagnement, parce que c'est de notre fenêtre autant un sujet de compétences que d'argent. Merci à tous les deux. Donc, en tout cas, ça nous rassure sur le choix du mot meet-up comme nom d'événement. On a le temps pour prendre des questions dans la salle. Est-ce qu'il y en a une ou deux pour nos invités ? Merci. Moi, j'avais une question par rapport à la réglementation. J'avais vu des startups qui se sont développées correctement à partir du moment où il n'y avait pas de réglementation. Donc, c'est une analyse qui vient un peu en opposition frontale, mais le but, c'est pas de faire de la contradiction, c'est juste de bien comprendre le fait. C'est-à-dire, c'était une startup qui proposait de l'analyse de la qualité de l'eau potable avec des critères du vivant. Or, les grands groupes, Suez, Veolia, etc., leur ont répliqué: on n'a pas d'obligation réglementaire de faire ces tests, ça nous coûte plus cher, ça ne nous est pas demandé par les collectivités, on ne va pas le faire, tout simplement. Et une fois que c'était imposé, là, il y a eu tous les acteurs du marché qui ont déboulé, et donc il y a une concurrence par les prix, et donc ça a effondré la chose. Donc la réglementation, moi je vois bien l'innovation au stade où la réglementation va tomber, mais elle n'est pas encore tombée. Il y a peut-être une fenêtre de tir, moi c'est comme ça que je vois la chose. Donc si vous avez un commentaire, je suis avide de l'écouter. Merci pour votre question. Je pense qu'il y a beaucoup de cas de figure différents. Il y a justement peut-être parfois une réglementation extrêmement contraignante. Je pense là au nucléaire où c'est verrouillé, ceinture et bretelles, et finalement c'est assez rassurant en tant que citoyen qu'il n'y ait pas des centrales nucléaires qui soient créées comme ça sans réglementation très stricte. Mais du coup, si on n'envisage pas de modifier la réglementation, on est sûr qu'on ne verra jamais émerger d'innovation. Ça, c'est un cas de figure. Je pense qu'il est différent de celui que vous mentionnez en disant, là, en fait, il y a eu une idée qui a émergé, qui s'est développée, et où ensuite, quand la réglementation s'est mise en place, elle a finalement tué l'idée de la start-up ou de l'entreprise parce qu'elle a favorisé les grands groupes. Je pense que c'est un sujet en effet délicat. On reste, je pense, aussi en Europe par rapport à une vision américaine des choses, et c'est dans l'idée que
on structure ce qui est possible de faire, le cadre de l'innovation, pour que ça soit, avant de laisser partir forcément les choses dans des directions qu'on ne peut pas forcément maîtriser. Ça, on peut challenger que ça soit la bonne ou la mauvaise manière de faire, mais je pense que notre culture, elle est quand même là, et le curseur, il ne va pas bouger tout de suite sur cette dimension. Oui, là, je crois qu'on retrouve un peu les classiques SWOT analysis et puis effectivement l'environnement réglementaire qui est amené à changer parfois, et donc ça fait partie aussi de la vie, je crois, de tout entrepreneur. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Bon, je pense qu'on peut terminer. On a dû respecter le timing alors. Merci beaucoup. Et puis, Merci beaucoup.